Place d'Italie dans le 13e arrondissement de Paris. Une immense sculpture intrigue les passants. Bonjour monsieur, c'est une pieuvre géante qui est faite avec des déchets électroniques, que des cartes mères qu'on a récupérées sur des ordinateurs qui passent à la... Pour lutter contre le gaspillage, les élèves d'un lycée professionnel ont construit cet animal, symbole de l'invasion des déchets électroniques dans notre quotidien. Bonjour messieurs, dames, on appelle les habitants à recycler leurs déchets électroniques. Vous en avez sûrement chez vous? À l'origine du projet, Benoît Cornet, professeur d'informatique. Très vite, ils se rendent compte qu'ils ont dans leur tiroir, au fond d'un carton, au fond d'une cave, des choses qu'ils gardent parce que ça, au moment de l'achat, ça a une certaine valeur. Et puis après, ils ont du mal à s'en détacher. Donc... Voilà. Chaque année, les Français jettent 24 kilos de déchets électroniques par habitant. C'est les constructeurs qui font ça pour que ça se fasse comme ça. Hein. Ah, vous pensez? Comme ça, on est obligé d'en racheter sans arrêt. C'est un cercle vicieux. Et là, on le casse. Donc c'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené? Alors, je vous ai ramené un vieux scanner. Très bien. Obsolète. Et ça, c'est un ordinateur qui doit avoir une quinzaine d'années. Ouais. Un dinosaure. Les évolutions technologiques sont telles que la durée de vie de ces appareils est de plus en plus courte. Dans ce smartphone, on retrouve évidemment la fonction téléphone de base. On disait allô, on raccrochait, on rappelait quelqu'un, voilà. Non mais c'est de la science-fiction presque maintenant. On retrouve l'agenda électronique. On retrouve l'appareil photo numérique, puisqu'à l'arrière du smartphone, il y a un appareil photo. On retrouve le lecteur de musique MP3, ça c'est un des tout premiers. Et c'est aussi un support sur lequel on peut stocker des données, donc l'équivalent d'une clé USB. Donc tout ça, poubelle, c'est remplacé par ça. Des machines vieilles d'à peine quelques années, devenues inutiles. En France, chaque année, 60 millions de téléphones portables finissent au rebut. Pourtant, certains fonctionnent encore. Avoir le dernier modèle à la mode, plus joli et plus rapide, est devenu la règle. Cette obsolescence serait-elle programmée par les industriels? Les rayons des magasins spécialisés s'agrandissent toujours un peu plus. Tous les mois, un modèle chasse l'autre. Même les ordinateurs portables deviennent obsolètes. Alors que vont devenir les milliards d'ordinateurs et de téléphones qui circulent aujourd'hui dans le monde? Derrière l'obsolescence technologique se cache une forme pernicieuse de la consommation, la mode. Une stratégie marketing parfaitement orchestrée par les marques. Et en fait, c'est le nouveau marketing, cyniquement si vous voulez, mais c'est le nouveau marketing. Avant le marketing, c'est un marketing de durée, maintenant c'est un marketing de remplacement permanent. Mais vous n'avez même pas commencé à profiter de votre appareil, vous êtes déjà angoissé en disant « Oh, quand le prochain sort, oh là là, faut que j'aille sur Internet pour m'inscrire, oh là 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 ». En fait, on va culpabiliser le consommateur en lui disant « C'est bien que tu aies celui-là, mais celui d'après est tellement mieux ». Tu vas passer pour un ringard. Donc en fait, on culpabilise le consommateur, non pas parce que son appareil est hors d'usage, mais parce qu'il n'aura pas l'image, la valeur ajoutée, le supplément d'âme que va lui procurer le nouveau modèle. Vous savez, on est dans une société de consommation, une société pire que cela, où vous n'existez pas si vous ne consommez pas. Paris dans le 11e arrondissement. Dans son 4 pièces, Mimouna élève seule ses 3 adolescents. Maïsan, 21 ans, Ryan, 17 ans, et Samir, 12 ans. Peu à peu, ils sont parvenus à convaincre leur mère de suréquiper la maison. Une seule télévision trône dans le salon, mais chacun a son propre écran et son téléphone portable. Elle est sur son ordi, ou alors elle est sur son portable. On va déjeuner au resto, ils ont leur portable, ils sont là à essayer de... Donc, on communique moins. Moi, voilà. Je trouve qu'on est pollué. Voilà. Moi, j'ai changé de téléphone 3 fois, là. Celui-ci, c'est le 3e ou 4e. De la marque à la pomme, là? Ouais. Ah bon? Le même, mais comme il les remplace gratuitement, j'ai pu le changer en moins d'1 an, 3 ou 4 fois. La technologie a envahi la chambre des garçons amateurs de jeux vidéo, une activité limitée à quelques heures par semaine. Alors là, il y a un ordi, une PlayStation 3 avec un écran. Là, il y a une tablette. Là, c'est une vieille PS qui ne marche plus, donc ça sert à rien. Alors ça, moi, je suis nulle. Ryan, qu'est-ce que c'est?
C'est un iPad. C'est à qui? Un iPod à lui. Qu'est-ce que c'est, le tien, Ryan, comme téléphone? C'est un iPhone 3GS. C'est ringard, ça, maman? Ouais, un peu, ouais. Avec. Il fait avec. On tanne maman pour avoir le 4S. Hein, comme... Oui. Et alors, ça marche? Non, pas non. Non, ça marche pas. Mais voilà, alors il y en a un là, et puis voilà, ils communiquent pas. Régulièrement, leur mère propose d'autres activités, mais sans grand succès. Moi, je te propose pas un bouquin. Ça, tu me connais. Voilà. Mais on peut se faire, je sais pas, moi, un Time's Up, ça te plairait pas? Non. Non? Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une clé USB. D'accord. Pour rester à la mode, la famille change donc souvent de matériel et conserve tous ces vieux appareils. Je l'ai caché là. Comme cet ordinateur d'à peine 3 ans et déjà obsolète. Alors, il doit être tout poussiéreux. Je l'avais réparé déjà une fois, parce que le disque dur ne marchait plus. J'avais payé 150 €. Donc après, ça suffit, quoi. Mais de toute façon, pas seulement pour l'ordinateur, pour tout. L'aspirateur, on se dit, bon, je ne vais pas le réparer, je jette, parce que je vais aller m'en acheter un autre. La machine à laver, on l'a fait réparer 2 fois. C'est pareil, au bout d'un moment, on se dit, non, on est victime du marché. C'est-à-dire qu'à mon avis, maintenant, tout ce qui est fait pour durer un laps de temps. Donc on consomme, on achète, on jette, on achète, on jette. Plus rien ne se répare. Résultat, un gaspillage d'appareils électroniques effrayant. En 2011, 23 millions de mobiles neufs ont été vendus en France. À ce jour, seuls 3% d'entre eux sont effectivement recyclés. Dans l'atelier du lycée professionnel, nous retrouvons Benoît, le prof d'informatique et ses élèves. Cours de recyclage à partir des objets récupérés place d'Italie. Benoît, j'ai besoin de toi. Il désosse les ordinateurs pour en extraire les matières premières. Ça, c'est l'alimentation. Et dedans, il y a des bobines de cuivre, tu as de l'aluminium, tu as plein de trucs. Ça va aller dans le tout métaux, ça va être broyé. Et après, ils vont séparer l'aluminium, le fer, le cuivre. La collecte a été bonne, mais réserve quelques surprises. Et ça va dans ce bac-là. Ça, c'est un appareil tout en un, donc qui fait scanner et imprimante, qui a l'air relativement récent. On va vérifier s'il marche, donc on l'a allumé. Et là, on a eu un message d'erreur qui est assez drôle. Tampon d'encre de l'imprimante en fin de vie, contactez l'assistance NOS. Voilà, c'est un petit tampon en ouate ou en coton, petite éponge, qui serait très facile de mettre dans un bac qu'on pourrait tirer, enlever et remettre. Non, eux, ils ont fait dans un endroit qui n'est pas accessible. Et ils ont programmé l'imprimante pour que quand ce tampon est plein d'encre, eh ben, il me fait un message. Donc ça veut dire que mon imprimante est inutilisable. Donc les jetez pas dans le bac là-bas. Voilà, tu prends un petit tournevis, t'enlèves ça et après tout le reste c'est de l'aluminium. Comme cette imprimante, de nombreux appareils quasi neufs sont jetés, faute de pièces détachées. Un gâchis qui serait organisé par les fabricants eux-mêmes. Tous les ans, on divise par 2 la taille, on multiplie par 2, 3, 4 la puissance, la capacité des appareils. Donc c'est complètement fou. Hein. C'est la course. Voilà, ça donne ça après. Les bacs pleins de téléphones. C'est un peu déprimant comme constat quand même. Bah oui, parce qu'on va prendre beaucoup d'énergie pour fabriquer ça, l'amener jusqu'au consommateur. Et puis après, il va falloir encore beaucoup d'énergie pour le retransformer. Donc on est en train de flamber de l'énergie dans une course technologique. C'est magnifique. En 20 ans, la durée de vie des ordinateurs a été divisée par 3. Frédéric Bordage, lui aussi, estime que cette obsolescence est programmée par les industriels. Pour le démontrer, il compare 2 ordinateurs. Alors. Un récent, le gris, et un acheté il y a plus de 10 ans, le noir. Première démonstration sur un vieil ordinateur en fait d'il y a 11 ans donc. Pour changer la batterie, il suffit de l'enlever. On prend une nouvelle batterie neuve. On remet la sécurité, j'ai changé ma batterie. Maintenant, on va prendre un ordinateur moderne. Et quand on regarde dessus, c'est impossible de changer la batterie. On pourrait le faire, mais pour ça, il faut enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis. Et si j'enlève ces 10 vis, je me retrouve face à une situation où je fais sauter la garantie du produit. Donc pour une simple histoire de batterie, cet ordinateur, de toute façon, va partir trop tôt à la poubelle alors qu'il fonctionne parfaitement.
Deuxième incitation au gaspillage, la mise à jour des logiciels de plus en plus gourmands. Seule solution, augmenter la puissance de l'ordinateur. Mais encore faut-il pouvoir. En fait, sur un dinosaure, il suffisait juste de prendre un petit tournevis, de tourner la petite vis délicatement pendant approximativement 5 secondes et de rajouter une barrette de mémoire vive ici. Si vous arrivez à trouver un endroit sur cet ordinateur où on peut mettre une barrette de mémoire vive facilement, vous avez gagné le jackpot. En fait, c'est impossible. On ne peut pas rajouter de barrette de mémoire vive sur cet ordinateur. Et ça, c'est ce qu'on faisait il y a 11 ans. Et ça, c'est l'avenir, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on marche vraiment sur la tête, concrètement. On va à l'envers. Et on marche sur la tête pour une seule raison, c'est une raison économique. Ça intéresse les fabricants d'accélérer l'obsolescence de leurs produits pour faire plus de profit. De toute façon, au bout de 2 ou 3 ans, c'est mort. C'est trop compliqué à faire évoluer ou à réparer. Et donc, on jette. Un appareil sur 2 est remplacé par un neuf, alors qu'il pourrait être remis en état. Produits indémontables, pièces détachées introuvables et hors de prix, concevoir des machines irréparables reste le meilleur moyen de pousser les Français à renouveler leurs équipements. Nous nous rendons dans plusieurs services après-vente d'enseignes classiques, munis d'un ordinateur hors d'usage et d'un vieil amplificateur. Bien sûr, ça dépend s'il y a des pièces pour vous le faire ou pas. Ah d'accord, parce qu'il peut ne pas y avoir de pièces qui correspondent. Il peut y avoir... Non, oui, parce que parfois les pièces sont épuisées. Ah. Oui. Ils font des appareils, mais à un certain temps, ils ressortent d'autres appareils on va dire, de maintenant. Et les anciens, il n'y a plus de pièces. Ah oui, d'accord. Alors, quand c'est un circuit où ils peuvent récupérer, si c'est des soudures, changer des condos, ils le font. Et par contre, si c'est une pièce d'origine et que le fournisseur ne fait pas la pièce, on ne pourra pas vous la réparer. Et pareil pour un vieil ordinateur ? Pareil. Au bout de 6 mois, à l'heure actuelle, on n'a même plus la même gamme en magasin d'ordinateurs. Ça va tellement vite. Oui, mais bon, moi j'aimerais juste pouvoir le réparer, quoi. Des fois, vous avez des montants de réparation, quand vous calculez le taux de main-d'œuvre à 50 € plus la pièce éventuelle qui vous change, vous arrivez au prix de certains produits à l'heure actuelle qui sont plus performants. Ok, et pour faire un devis, c'est combien de temps ? 40 € et une bonne semaine pour recevoir le devis par courrier. D'accord. Ouais. Je vais faire ça déjà pour ça. D'accord. Bonne journée. 40 € pour un devis sans certitude de pouvoir réparer les appareils. Tout est fait pour nous piéger et nous forcer à acheter neuf. Même constat au rayon électroménager. Et ils mettent la durée de vie là sur les étiquettes ? Des machines ? Non. Ah, je sais pas. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas. Moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Pour les machines, c'est pareil. Certes, les composants sont c'est plus électronique et ça dure moins longtemps, mais il n'y en a aucun, on ne le sait pas à l'avance. Avant, ça durait entre 2 ans et 15 ans. Aujourd'hui, ça dure entre 2 ans et 7 ans. Ça lave mieux qu'avant. Ça consomme moins d'énergie qu'avant. Moins d'eau, ça fait moins de bruit. Mais en contrepartie, c'est beaucoup plus fragile qu'avant. Les prix ont baissé aussi. C'est quand même pour nous pousser à consommer, non ? Vous malheureusement. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Ils nous prennent pour des bobos, pour qu'on change dans nos machines. Nous avons sollicité une interview auprès de Darty et du GIFAM, le regroupement des grandes marques d'électroménager. Ni l'un ni l'autre n'ont souhaité nous répondre. Une chose est sûre, le discours des vendeurs a bien changé. Aujourd'hui, ils assument nous vendre des produits quasiment jetables, bien loin des promesses vantées par les pubs des années 70. Je me rappelle dans le temps que, quand j'étais petite, qu'on ne gaspillait rien. Il y a une trentaine d'années, les appareils étaient conçus pour durer, comme l'affirmait la célèbre mère Denis, véritable icône de la tradition. Nous avons conçu une machine à laver qui utilise juste ce qu'il faut d'eau et juste ce qu'il faut d'électricité, tout en respectant la tradition des bons lavages. Mérite votre confiance. Ça, c'est vrai, ça. Avant que vous ayez 3, 4, 5 marques, vous jouiez sur la durée. Les gens achetaient parce que ça durait. Ça coûtait cher. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous êtes obligé de faire un réassort en permanence. Donc il faut que les gens s'achètent une bonne machine. Un jour, la machine s'arrête et que vous dit le vendeur « Oh, attendez madame, franchement, j'ai fait le devis de réparation. Plutôt que de la réparer, achetez une neuve. » Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, plus de service après-vente. Vous avez une assurance, en fait, qui vous permet d'échanger ou de vous faire rembourser ou d'échanger le même. Et le même fait qu'on crée une rotation, etc., etc., etc. Donc, tout le monde est complice. Le fabricant, le distributeur et le consommateur. Malgré ce diktat du renouvellement, quelques réparateurs à l'ancienne subsistent. Ce sont souvent des Asiatiques. Nous rentrons dans l'une de leurs boutiques
munis de 2 smartphones officiellement en fin de vie. Donc ça c'est l'écran, je veux savoir si vous voulez remplacer. Oui, ça on fait ça, ça vous coûte 35 € pour réparer ça. Ça se fait en 1 heure. Le prix pour changer l'écran est presque 2 fois moins cher que chez le fabricant et sans délai. Et celui-là il s'allume pas, je sais pas ce qu'il a. Ça dépend, c'est pas comme dès que c'est la carte mère, c'est pas la peine. Mais c'est pas comme souci que vous avez eu. Il s'allume pas. Ok. Parce qu'en fait il est tombé dans l'eau, je vais vous dire. Il est tombé dans l'eau. Je vais devoir vérifier quand même, on va voir si ça vaut le coup de réparer. Et là Apple ils m'ont carrément dit c'est le 3, on répare plus. Il a que 3 ans. Nous ne répare pas encore. Ici, le devis est gratuit et la réparation souvent possible. Non, numéro de téléphone, c'est bien. 1 heure plus tard, tout est prêt. Alors, ça c'est ok. Pour l'autre, c'est juste le LCD, la vitre interne qui est morte. Après, il y a la coque qui est un peu abîmée, mais c'est pas obligatoire de remplacer la coque. Voilà, mais on peut le réparer l'autre. Les grosses boîtes, c'est des quantités vendues par an qui est comptabilisé. Jamais l'ordinateur réparé. Voilà, c'est que c'est la preuve, c'est que chaque année, il faut qu'ils vendent plus et ça fait c'est un choix politique qu'ils font parce que c'est que vous jetez, que vous rachetez, ou jetez ou rachetez. Réparer son vieil appareil électronique relève du parcours du combattant. De guerre lasse, nous finissons souvent par le mettre à la poubelle. Alors que deviennent toutes ces machines, jetées au bout de quelques années seulement? Depuis 2006, la loi oblige tous les acteurs de la filière à les recycler. Un peu partout en France, il existe des solutions près de chez vous. Comme ici à Trappes, dans les Yvelines. Envie de Zeu collecte, répare et revend des machines vouées à la décharge. Chaque jour, une grande enseigne de la région leur livre un stock de frigidaires et de machines à laver usées. La loi oblige les distributeurs à reprendre votre vieille cuisinière quand vous en achetez une neuve. Il y a des machines là qui peuvent être intéressantes. Comme tous les matins, Abdel fait son marché et il a l'œil pour repérer la machine qui vaut le coup d'être remise en état. Ah oui, je connais par cœur les machines. Je peux voir une machine à 500 mètres, je sais ce que c'est. Récupérer les pièces. Oh là! Ça, c'est pas abîmé du tout. C'est rien, elle est sale un petit peu, c'est tout. Abîmé, non. D'accord. Non, non. Et ça, c'est du solide. Ça, encore une fois que c'est fini, c'est... faut pas la différence avec une neuve. Hein. Ici, une centaine d'appareils est apportée chaque jour. Mais seulement 1 sur 10 sera effectivement réparée. La machine, il faudra la mettre... la finir, ouais. La filmer, la mettre en zone SAV. Après 20 ans passés au service après-vente d'un grand groupe, Abdel est chef d'atelier. Il dirige 5 employés, tous en réinsertion professionnelle. Mais l'autre fois que je lui démonte la carte électronique, on la regarde. Une seule, déjà. T'en démontes une, on la regarde. Depuis plusieurs années, les fabricants font en sorte que le consommateur remplace son matériel en panne au lieu de le réparer. Exemple sur cette machine à laver dont le roulement a lâché. Voilà. Le roulement, c'est la pièce qui est derrière l'axe ici. C'est une toute petite pièce, un roulement à billes. Hein. Sur une machine comme celle-là, par exemple, si on a un problème de roulement, de croisillon ou de cuve, de tambour, à ce moment-là, on est obligé de changer la totalité du bloc laveur. En SAV, c'est le prix de la machine. Des réparations qui ne seraient pas envisageables si l'association devait acheter les pièces détachées neuves. Dans les réparations qu'on fait, la majorité des pièces sont récupérées sur des vieilles machines qu'on remet en état avec. D'accord, avec du vieux, on fait du neuf. Ouais. Avec 3 vieilles machines, ils en créent une neuve, toute propre. Ainsi, 1000 tonnes de déchets sont revalorisés par leurs soins chaque année. Coup de peinture. Ouais. Et évitent ainsi la poubelle. Le responsable de l'association Envie de Zeu de Trappes, Jean-Michel Luciotto, vérifie que l'atelier fonctionne à plein régime. Bon, Christophe, ça se passe bien? Ça se passe bien? Oui, il y en a beaucoup là. Hein. Donc vous êtes sur le sèche-linge à fond là. Hein. Tous les deux, parce qu'on en a besoin pour les ventes, c'est ça? L'idéal, c'est de sortir 6 appareils par semaine. Voilà. D'accord. Si on sort 6 appareils par semaine, ça fait un peu plus d'un appareil par jour. Si l'ensemble de l'équipe fait ça, il y a une pérennité pour l'association. Une fois mise en rayon dans la boutique de l'association, difficile de voir à l'œil nu que ces machines sont des occasions. Bon, tout va bien? Alors, ils sont comme neufs. Hein. Ça, c'est la fierté de tout le monde, hein. C'est pas que la mienne. C'est la fierté de l'ensemble de l'équipe. Bon, il y a le premier prix, donc c'est 99 €. Vous avez un lave-linge de marque. Après, on monte en gamme.
hein, avec des fonctionnalités supplémentaires. Et on va arriver à des prix à 250, 300, donc voilà. Le plus cher, en top, on arrive à ces prix-là. Voilà. On arrive dans de 349. Ici, 539, c'est une lavande séchante. Elle vaut actuellement 900 €. 539 €, voilà. Et ça marche, ça, d'acheter des lave-vaisselle d'occasion? C'est rentré dans les mœurs? L'électroménager, pas tout à fait, parce que on pense à des produits qui ont déjà vécu et qui ont sur eux le poids de leur passé. C'est-à-dire, effectivement, les miettes de pain, les traces, tout ce qui est un petit peu... Voilà. Et ça décourage les gens, parce que mettre dans sa cuisine un réfrigérateur, un lave-linge avec tout son historique, ça plaît pas aux gens. Mais avec la crise, les consommateurs oublient leurs préjugés. Je vais emménager dans un petit appartement, tout petit. J'ai besoin d'avoir une machine à laver séchante. Voilà. Oui, d'habitude j'achetais toujours neuf. Après, bon, c'est en garantie que ça a été remis quasiment dans les conditions du neuf. Il faut que ce soit neuf, hein, forcément. C'est l'attrait aussi, parce qu'on a forcément un tarif qui est plus attractif. Donc là, il y a une garantie, donc c'est vrai que c'est intéressant. Donc. Il y a une garantie avec une extension sur 2 ans. Ouais. On est presque dans les mêmes conditions que dans une enseigne publique classique, je dois dire. Bonne fin de journée. Très bientôt, merci. Ces initiatives restent l'exception. Résultat, les Français jettent 6 fois plus qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, 70% de ces déchets sont encore enfouis, incinérés ou abandonnés dans la nature. Quand ils ne sont pas envoyés en Inde, en Chine ou en Afrique de l'Ouest, devenue la poubelle de l'Europe. Le Ghana est l'une des plaques tournantes de ce trafic de déchets. À quelques kilomètres d'Accra, la capitale, à l'abri des regards, s'entassent des montagnes d'appareils usagés. Ils finissent leur vie dans cette décharge, véritable ville dans la ville. Fumée toxique, métaux lourds, invasion de plastique, ces déchets électroniques polluent les sols, mais aussi la santé des habitants qui survivent sur ce terrain vague. Un désastre savamment orchestré par des industriels peu scrupuleux. Par cargos entiers, ils déversent au Ghana des tonnes d'appareils usagés, alors que ce matériel aurait dû être démantelé dans leur pays d'origine. C'est Greenpeace qui a découvert la supercherie en plaçant un traceur GPS sur une télévision censée partir au recyclage en Angleterre. Nous avons placé ce traceur qui combine un GPS, un GSM et une radio de localisation, permettant de suivre ce poste de télévision. Au lieu d'être démantelée en Angleterre, la télévision va voyager. Son parcours est édifiant. 15 jours après avoir quitté les docks londoniens, elle est retrouvée sur un marché d'un autre pays d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria. Grâce au GPS, aux techniques de localisation et à la chance, on a retrouvé notre télé dans un container au marché, en vérifiant son numéro de série. Voilà comment on a eu la preuve que la société ne remplissait pas son devoir de recycler la télé dans les règles. Elle finit en Afrique, dans une décharge sale et bas de gamme. Le Nigeria n'est pas la seule destination africaine. Le Bénin, le Sénégal ou le Ghana sont également gâtés. Un trafic illégal qui ne cesse de prospérer avec la complicité des autorités locales. Mike Anane est un activiste écologiste, récompensé par les Nations Unies. Depuis plus de 10 ans, ce Ghanéen dénonce le trafic illégal de déchets électroniques dans son pays. Ça, c'est le port. Et je peux déjà compter beaucoup de bateaux. Parfois, il y en a 50 ou 100 qui arrivent en fin de semaine. Ils apportent plein de matériel, en particulier des déchets électroniques. Le trafic a commencé il y a 10 ans. Mais depuis 7 ans, c'est un tsunami, une avalanche. Et personne ne fait rien contre. Beaucoup de parlotte, mais le trafic illégal de déchets augmente au Ghana.
Ils sont officiellement exportés en tant que donation, charité, équipement pour les familles, seconde main. Mais quand ils arrivent au port, personne ne les teste. Ceux qui ont l'air de marcher sont mis devant, ce sont les seuls qu'on voit. Mais ils ne représentent que 20%. Les 80% restants sont cachés derrière, et c'est de la camelote. Mais impossible d'entrer dans la zone de transit, et pour cause. C'est là que sont chargés les appareils en fin de vie, à destination des boutiques d'occasion. Ne filme pas ici, il y a la sécurité. Ne filme pas, il y a la sécurité, ils sont très malins. Plus de 500 containers sont déchargés ici chaque mois, en provenance d'Europe ou d'Amérique du Nord. Un balai incessant de camions remplis de frigidaires, de machines à laver, de cuisinières ou de téléviseurs en fin de vie. Il y a vraiment beaucoup de camelote. Vous la retrouverez demain sur la décharge. Partout, aux abords de la capitale, les rues sont transformées en marchés à ciel ouvert. Ici, on trouve de tout, à tous les prix et dans tous les états. Les businessmen achètent ces machines, car ils espèrent qu'elles vont marcher. Mais bien sûr, tous ceux qui les achètent s'aperçoivent ensuite que c'est de la camelote. Un marché d'occasion florissant, dans un pays où le salaire moyen n'est que de 70 € par mois. Ce vieil ordinateur vient d'une école à Londres. Et vous savez, 70% des Ghanéens n'ont pas d'argent. Et je suis content de leur donner cette chance d'avoir un ordinateur, même s'il est d'occasion. Depuis 20 ans, cet autre commerçant vend des équipements électroniques d'occasion. Bonjour, tu vas bien? Comment vont les affaires? Il possède 3 boutiques comme celle-ci, dans les environs de la capitale. Voilà ce qu'on vend. Des télés, des écrans plats, des unités centrales d'ordinateurs. Mais problème, ils achètent au kilo et se retrouvent avec beaucoup d'appareils défectueux sur les bras. Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Bien sûr, bien sûr. C'est un pari. Parfois ça marche et c'est bon. Parfois c'est cassé et on perd. Mais c'est un bon business? Pas mal. Combien vous gagnez par mois? Ça, je ne peux pas vous dire. Ça dépend. Juste pour avoir une idée. Je sais. Ça dépend comment va le marché, quel type de marchandises on arrive à avoir. Il y a des mois où ça ne marche pas et des mois où ça rapporte. Mais c'est la télé qui se vend le plus. Et qu'est-ce que vous faites après de tout ce matériel? On les jette. Vous les jetez? Où? À la décharge? On les jette à la décharge, oui. Pas de secret. Tous ces appareils obsolètes finissent à la décharge. Un immense espace situé à quelques kilomètres seulement d'Accra, la capitale. Il s'étend sur 3 km², mais grandit chaque jour davantage. C'est ici que survivent de nombreux Ghanéens. Pour eux, ces déchets sont une richesse. Mike se souvient de la beauté sauvage de cet endroit, il y a encore seulement 10 ans. Dans le passé, ici, c'était vert, avec une très belle eau et des poissons. C'était sublime. On nageait, on jouait au foot.
Aujourd'hui, la rivière est morte. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de végétation. Les vaches n'ont rien à manger car tout est pollué. Les vaches ingurgitent beaucoup de métaux lourds. Et donc, ce qu'on mange est pollué. Et nous aussi, on avale des métaux lourds. Là, il y a beaucoup de verres cassés qui s'enfoncent profondément dans le sol. Ça vient des ordinateurs, car ils cassent les tubes cathodiques pour récupérer le cuivre et c'est très mauvais. Et ensuite, ils les laissent ici. Mais ce verre contient beaucoup de phosphore, de métaux lourds dangereux pour les humains et pour l'environnement. Chaque semaine, Mike constate avec amertume l'étendue des dégâts, qui attestent du peu de scrupules des fabricants occidentaux. Et qu'est-ce que vous regardez là? Je vois beaucoup de ces boîtes par ici. Elles viennent d'Allemagne. Au lieu de les recycler, le fabricant se débrouille pour les envoyer ici. Mike recense tout ce qu'il trouve, dans le but de mettre les entreprises polluantes face à leurs responsabilités et peut-être même un jour leur faire un procès. C'est important de faire des photos de ces boîtes allemandes pour comprendre d'où ça vient, suivre leur cheminement et contacter les entreprises pour savoir pourquoi ils envoient leurs déchets chez nous. Mais ces déchets ont de la valeur pour les Ghanéens. Pour récupérer les composants qui pourront être revendus, ils les brûlent. Tout y passe, les câbles électriques pour extraire le cuivre qu'ils contiennent, mais aussi les frigos remplis de fréon, un gaz particulièrement nocif. Résultat, ils se détruisent la santé en respirant des produits toxiques, comme le bromure. Salut Mandela, comment ça va? Ça fait longtemps. Fais voir tes lèvres. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai mal à la tête. Tu es malade? T'as de la température? Tu as chaud? Pourquoi tu vas pas à l'hôpital? J'ai pas d'argent. T'as pas d'argent? Et alors tu te laisses mourir? Pour les femmes, c'est encore plus dangereux à cause de leur système reproductif. Elles ont des maladies à cause des métaux lourds qu'elles respirent. Elles peuvent avoir des enfants avec des syndromes ou des malformations si le fœtus a été exposé. Pour de nombreux enfants livrés à eux-mêmes, la décharge reste le seul moyen de survivre. Originaire du nord du Ghana, très pauvre, Joshua, 14 ans, passe ses journées à désosser des ordinateurs. Avec ses camarades, il en extrait les matériaux nobles, comme le cuivre ou l'aluminium, qu'il peut ensuite revendre à la sauvette. Je cherche des métaux. Je dois fouiller partout pour en trouver. La moindre poussière de métal est bonne à prendre. Une fois qu'il a collecté suffisamment de matériaux, Joshua part les faire peser chez les revendeurs. Il y a un peu de tout, tu vas voir. Et il y a 2 kilos. Je te prends l'ensemble. Joshua est payé sur le champ. Ça fait 2 kilos. Ça fait 40 centimes d'euros. Avec ça, tu peux manger? Oui. Combien tu gagnes par jour? Entre 2 et 4 euros.
Mais ceux qui tirent leur épingle du jeu sont les revendeurs. Leurs acheteurs sont nigériens, indiens ou occidentaux. Ils acquièrent tout type de métaux, mais le plus convoité reste le cuivre. Combien vous l'achetez? 2 € le kilo. Et combien vous le revendez? 2,20 €. Résultat, ce jeune vendeur de métaux gagne entre 20 et 40 € par jour, sans mettre les mains dans le cambouis. Ça, c'est précieux. Ça coûte combien? Ça coûte 1,20 €. Et ça, c'est un radiateur. Combien? Ça coûte 1,20 € aussi. Et ça, c'est de l'aluminium. Et le prix de ça? 40 centimes d'euros. La décharge fait vivre plein de petits métiers comme les échoppes tenues par les mamas. Elles cuisinent des plats bon marché pour environ 40 centimes d'euros. Au menu ce jour-là, riz, porc et spaghettis. Comment c'est? C'est bon? C'est très bon. Tu manges tous les jours la même chose? Le goût est très bon. Et vous gagnez bien? Ça ne rapporte pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Comme Joshua, ils sont des centaines à sillonner la décharge à la recherche de métaux. Et ne sont pas à l'abri de faire de mauvaises rencontres. Les voleurs rôdent. Alors un chef a été élu pour sécuriser la zone. C'est le chef ici. Il contrôle tout le monde. Il faut le payer pour notre sécurité. Tous les mois, on récolte l'argent et on lui donne. C'est lui le président de l'association. Abdullah, qui travaille dans le business des batteries de voitures, a été élu patron de la décharge. Contre environ 8 € par mois, chaque travailleur achète sa protection. Mon job, c'est de contrôler la zone et prendre en compte les problèmes quand ils arrivent. S'il n'y avait pas notre association, ça serait le bazar. Nous prenons soin de cet endroit. Nous avons un bureau ici et quand quelqu'un fait des conneries, eh bien nous le suspendons. La prolifération de déchets a d'autres conséquences. Nous sommes à quelques kilomètres de la décharge. Salut, ça va? Mike Kanané tient à nous montrer les dégâts causés par les déchets électroniques sur toute la côte ghanéenne. Look at this. This is not acceptable. Regardez ça, ce n'est pas acceptable. Pourquoi tous les pays industrialisés laissent faire cela, malgré leurs grands moyens? L'Afrique, c'est la poubelle de l'Europe. Ils se foutent de la santé des enfants, de l'eau que nous buvons. Tout est pollué à cause des déchets électroniques. Depuis 10 ans, les pêcheurs ramassent chaque jour un peu moins de poissons. Oui, on trouve des déchets électroniques dans nos filets. Il y a des ordinateurs, des frigos dans le lagon. Et ensuite, ils arrivent dans la mer. Alors, les pêcheurs se retrouvent avec plus de déchets que de poissons dans leurs filets. Mais alors les poissons sont pas bons, ils sont pollués, non? Non, vous pouvez voir, tout est ensemble, les poissons et les déchets. Alors pourquoi les Ghanéens se laissent-ils envahir par ces déchets? Lambert Fabelion, l'un des responsables de l'Agence pour la protection de l'environnement du Ghana, préfère rejeter la faute sur les Occidentaux. Des dons par charité. À ce moment-là, les appareils devraient marcher. Mais ils ne marchent pas. Donc, vous donneriez des déchets par charité? Il y a marqué des noms d'entreprises européennes et à la tête du cartel des déchets. C'est comme la drogue. C'est du crime organisé. Ceux qui se contentent de ramasser les miettes gagnent très peu d'argent et ont des problèmes.
Ceux qui se font vraiment de l'argent, c'est vous. Que fait le gouvernement contre ce trafic? Si notre gouvernement dit aux Français d'arrêter d'envoyer des déchets et que les Français ne font rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si je découvre un conteneur avec plein de déchets, je l'envoie à l'ambassade de France et je déverse tout dans la cour. Ça, c'est une bonne idée. Peut-être ça va les faire réfléchir. Je mets les déchets derrière la porte et ils ne pourront plus sortir ni rentrer. Petit profit, accords internationaux, corruption. Difficile de savoir pourquoi l'Afrique accepte de recevoir toujours plus de nos déchets. Une chose est sûre, en Europe, la filière du recyclage est longue à mettre en place. L'usine Paprec dans l'Oise est le numéro 1 du traitement de nos poubelles électroniques. Un investissement lourd, pas moins de 5 millions d'euros en 2012. Pascal Lermechin en est le directeur industriel. Et pour lui, tous ces tas de vieux appareils sont un gisement de matières premières. Donc là, vous avez des produits qui sont des télécommandes qui contiennent une certaine catégorie de plastique, plutôt noble. Donc là, vous avez un mélange un peu plus hétérogène de divers produits. Et donc on voit bien que ces produits sont constitués de métal, d'aluminium, de cuivre, de plastiques divers et variés. Comme au Ghana et dans le reste du monde, le cuivre reste le métal le plus convoité, car son cours ne cesse d'augmenter sur les marchés. Voilà, donc là, vous avez des induits en cuivre. Qui sont contenus dans les déchets électroniques. C'est des produits nobles, effectivement stratégiques, donc on se doit de le récupérer et de le valoriser. Et ça coûte combien ça sur le marché? Ça a augmenté beaucoup, non? Oui, le cours du cuivre évolue beaucoup au fil des ans. Là, on est entre 6 000 et 7 000 euros la tonne à peu près. D'accord. Et ça, il y a 10 ans, c'était combien? Il y a 10 ans, c'était autour de 2 000 à 3 000. Récupérés dans les déchetteries ou livrés par les entreprises, les ordinateurs, imprimantes et vieux téléphones doivent d'abord être dépollués. Avant d'en extraire les métaux nobles, il faut retirer les composants toxiques. On a 3 opérateurs qui vont réaliser chacun de ces opérations unitaires. Extraction des câbles, enlèvement des cartouches, enlèvement de l'huile et enlèvement de tous les polluants. Ces appareils usagés contiennent du mercure, du plomb ou des acides. C'est pourquoi on retire les cartouches d'encre des imprimantes ou les batteries des téléphones portables. Deuxième étape, l'éclatement des appareils grâce à cette nouvelle machine révolutionnaire, le smasher. C'est une technologie innovante qu'on a mis au point et qui, en gros, c'est une grosse machine à laver qui va entraîner les produits à quelques tours minutes à l'intérieur et qui va jouer sur la différence de densité entre les gros produits et les petits produits. Donc ça va les faire tourner. En haut, ils vont tomber et ils vont tomber sur des couteaux qui tournent dans l'autre sens à 200-300 tours minutes. Donc les produits vont complètement s'éclater. Là, il ne faut pas mettre le carton, là. Il ne faut pas mettre le carton. Il ne faut pas qu'il y ait le carton qui rentre dans l'installation. Une fois démantelés en 1000 morceaux, nos vieux appareils sont à nouveau triés, par type de métaux cette fois. Ça va? La ferraille, ça va aller vers les affineurs qui vont refaire des voitures, des vélos à partir de la ferraille. Et le plastique va être utilisé aussi dans l'industrie du plastique pour refaire des pare-chocs ou d'autres types de produits. Le cuivre, c'est un matériau très rare, donc effectivement, il va être utilisé pour refaire des fils de cuivre, des moteurs et d'autres types de produits. Même chose pour l'aluminium. L'industrie du recyclage ne parvient pas à suivre le rythme effréné des inventions technologiques. Lancés il y a quelques années seulement, les écrans plats arrivent déjà dans nos poubelles. Aberration, on ne sait même pas les démanteler. On ne peut pas les recycler parce qu'à l'intérieur, il y a du mercure, il y a des produits toxiques. Donc on est en train de chercher des technologies qui vont permettre de recycler avec un optimum économique à un coût intéressant. Chaque année, l'usine traite 7000 tonnes de déchets et l'ensemble du groupe Paprec affiche une réussite insolente en temps de crise, avec une croissance de près de 30% par an. Le recyclage a de l'avenir, d'autant plus que les cartes mères de nos vieux téléphones ou ordinateurs
recèlent une véritable mine d'or. Elles sont envoyées en Belgique, près d'Anvers, chez Umicore, la première mine urbaine de la planète, grande comme 160 terrains de football. Le directeur de la communication du groupe, Tim Weeks, nous fait découvrir cette usine de recyclage très spéciale. Dans ce tas, on a 15 tonnes de déchets. Et donc, normalement, on peut imaginer qu'il y a plus ou moins 4 kilos d'or dedans. Et en valeur actuelle, aujourd'hui, d'un kilo d'or, ça veut dire 200 000 € d'or dans ce tas de cartes électroniques. Ce qui est étonnant, il y a toute une mine urbaine qui nous entoure, non seulement ici, mais par exemple dans nos tiroirs à la maison, nos voitures, il y a une mine urbaine où il y a plein de métaux qui sont cachés. Et on n'a pas encore commencé à exploiter cette mine convenablement. Donc actuellement, dans l'Union européenne, il n'y a que 50% des déchets électroniques et électriques qui sont recyclés. Et l'Europe, c'est un des bons élèves de la classe, si vous voulez. Chaque année, Umicore récupère 35 000 tonnes de déchets électriques et électroniques. Autant de pépites qui vont se transformer en lingots grâce à une technologie de pointe. Ça va devenir 17 métaux différents, donc les métaux précieux, évidemment, donc l'or, l'argent, le platine, les métaux de base aussi, comme le cuivre et le nickel, par exemple. L'usine est hyper sécurisée. Il faut dire que chaque année, plus de 100 tonnes d'or y circulent. Difficile à croire, mais les déchets traités ici sont bien plus riches en or que les mines d'Afrique du Sud. Dans les cuves là-bas, ce qu'on fait, c'est après c'est chauffé à 1100 degrés et après ça passe dans l'étape finale qui est la raffinerie qui est à 150 mètres d'ici. Une fois séparés les uns des autres, les métaux sont raffinés et revendus comme matière première. En moyenne, un téléphone portable contient 1 € de métaux précieux. Une valeur notable quand on sait que les Français en jettent 12 millions par an. Ça a l'air un petit peu d'un téléphone portable en soi. Donc ça, c'est 1 kilo d'or. Ça représente l'or que vous allez trouver dans 50 000 téléphones portables. C'est un lingot qui pèse 10 kilos et ça vaut 500 000 € en termes de valeur aujourd'hui. 500 000 € issus de nos poubelles technologiques. Qui l'eût cru? Fabriquer des objets intelligents à partir d'appareils jetés à la poubelle est une nouvelle forme de recyclage. Les initiés appellent cela l'obsolescence reprogrammée. À Saint-Ouen, une cinquantaine d'utopistes se sont réunis durant 3 jours afin de remettre l'imagination au pouvoir. L'objectif, c'est vraiment de se dire on peut montrer qu'on est capable de prendre des objets qui étaient destinés à être abandonnés, finis pour la poubelle, et en fait en refaire des choses qui ne sont pas les objets d'aujourd'hui, ni les objets d'hier, mais les objets de demain. La règle du jeu est simple. Chacune des 6 équipes crée un objet connecté à Internet, avec à sa disposition un espace bricolage, une machine à découper au laser et une imprimante en 3 dimensions. Premier exemple, transformer de vieilles souris d'ordinateur en touches de piano, reliées à Internet. Et après, ça part comme un tweet et on transmet une humeur musicale. Je trouve ça très drôle. Non, mais c'est une manière de détourner. Moi, j'adore l'idée de détourner et d'augmenter les objets. Donc, on est encore dans cette phase où tout le monde est en train d'accumuler les objets, mais on va apprendre à réduire notre consommation des objets et peut-être à les utiliser autrement. Mais c'est vraisemblablement comme ça qu'on va inventer, on va innover. Et l'innovation, c'est sans doute la voie de la sortie de la crise. Deuxième projet un peu loufoque, le Pic Toast, un grille-pain trouvé à la poubelle. Il a été réparé avant de devenir le premier toaster interactif. Ma copine m'a envoyé un message comme quoi elle-même, le toaster reçoit l'information par Wi-Fi. Moi, le matin, j'active le toaster par 2 petits coups. Les 2 petits coups mettent le toaster à jour. Je mets mon toast dans le grille-pain. Je le lance. Donc, quand le toast est prêt, il sort.
Donc on prend la pince sur le côté parce qu'il est chaud et on a le message d'imprimer. Vous pensez que ça peut marcher? Ça pourrait être des messages plus usuels pour aller faire des courses. Par exemple, on a la météo aussi, connecter le grille-pain à la météo pour voir la température, voir s'il fera soleil ou ennuagé, savoir comment s'habiller avant de sortir de son pyjama. En fait, ça remplace le post-it sur le frigo. Ça remplace le post-it sur le frigo et c'est un post-it mangeable finalement. En plus, ça fait pas de déchets. Ça fait pas de déchets. 2 mois plus tard, les souris musicales et le grille-pain à message ont trouvé preneur. Le kit à installer soi-même sera prochainement disponible sur Internet. Alors aujourd'hui, jeter ne doit plus être un réflexe. De plus en plus de solutions innovantes s'offrent à nous pour réutiliser nos vieilles machines. Et ainsi ne plus envoyer nos déchets à l'autre bout de la planète. Il y a urgence.